La région de Tindouf et ses vastes espaces sahariens fascinent par leur beauté où se mêle Hmeda et dunes de sable. D'apparence désolée, cette même région abrite pourtant un riche et varié patrimoine archéologique de portée universelle. La wilaya de Tindouf, classée parc culturel, recèle un patrimoine qui remonte au temps préhistorique. On a un matériel lithique qui est représenté essentiellement par les galets aménagés qui sont datés par les préhistoriens à 2 millions d'années, et plus exactement à 2,5 millions d'années. Donc on a un matériel qui démontre l'existence d'un homme au temps les plus lointains que l'on peut imaginer. Donc le premier homme qui a peuplé cette région, bien sûr il y avait un climat plus humide, plus favorable, donc il y avait une végétation luxuriante et une grande faune qui ont permis l'installation de l'homme dans cette région, bien que située dans le fond du Sahara algérien, mais qui recèle. Donc on a trouvé des pièces qui témoignent de cette existence de l'homme depuis des millions d'années. Donc les premières civilisations, c'est la civilisation des galets aménagés. On a trouvé la deuxième civilisation qui remonte à 100 millions d'années, c'est la civilisation des Bifas et des Acheroux. Donc l'homme, il a perfectionné son outil pour être plus favorable à son métier, enfin son mode de vie qui était basé sur la chasse essentiellement, la chasse de la grande faune. J'ai dit qu'il y avait un climat plus humide, contrairement au climat actuel qui est aride et marqué par une pluie rare et même il y a peu de pluie, mais il y avait un climat quand même favorable à l'installation de l'homme qui a perfectionné son outil, donc tiré de la pierre. C'est pour ça c'est le paléolithique. On est toujours dans le paléolithique inférieur et puis supérieur, où il a fabriqué deux outils. Un, c'est le bifas pour chasser la grande faune, et l'autre, c'est le hachuro qui lui permet donc d'enlever la peau des animaux et aussi couper la viande. Il mangeait aussi la viande crue jusqu'à la découverte du feu, qui revient à 1 million d'années, donc lors de paléolithique supérieur, c'est-à-dire la civilisation du Bifas et des Acheroux. La troisième civilisation, c'est la civilisation attérienne, dite attérienne, c'est en correspondance à Bel Atel. Les premiers outils ont été trouvés à Bel Atel. Cette civilisation, elle est typiquement nord-africaine. La spécificité de cette civilisation, c'est que les outils étaient composés. Donc l'homme préhistorique, il a taillé l'outil de telle sorte qu'il a un pédoncule qui lui permet de l'attacher à un bâton pour faciliter la chasse et aussi couper la viande des animaux. Et après, on a la civilisation du néolithique, l'Asr al-Hajar al-Hadith, où il y a une évolution. Donc l'homme n'est plus chasseur et prédateur, et sa vie était basée sur la cueillette des plantes sauvages et des fruits sauvages, mais il a commencé, c'est l'ère de la production, donc attestée par un matériel lithique très important, notamment les pointes de flèches. Le néolithique, donc on a dit qu'il y a une variété, une panoplie de matériel lithique, essentiellement les pointes de flèches qui permettaient à l'homme préhistorique, donc de cette phase qui est toujours clémente dans ce Sahara de l'ouest algérien, donc de chasser les animaux sauvages à distance. Il a aussi fabriqué un matériel de minerai composé essentiellement de meules et molettes, donc ce qui atteste d'une agriculture préliminaire. Donc il faisait l'agriculture essentiellement de céréales, et c'est ce matériel, la meule et la molette, lui permettait de moudre donc les graines, que ce soit sauvage et aussi celles produites par l'agriculture rudimentaire. Il aussi pratiquait l'élevage. Ceci, il est attesté par les gravures rupestres, puisqu'on voit l'art pariétal. Il nous a donné une rétrospective sur cette vie, ce climat humide. Donc on a des éléphants, des girafes, des autruches, donc qui témoignent de cette humidité du climat. Et on a des bovidés, donc cela reflète que l'homme
pratiquer l'élevage de bovidés. Ce qui dit bovidé, donc ça reflète une végétation luxuriante, contrairement à la végétation xéri qui existe actuellement, qui est dominante, notamment les acacias qui sont dominantes, donc ils sont adaptés à la sécheresse, à l'aridité du climat actuel, mais dans le néolithique, il y avait un climat plus favorable à l'homme. Sous la menace d'une tempête de sable, on franchit la zone montagneuse de Bouaqba. Le monument funéraire de bonne facture semble avoir appartenu à une importante famille. De forme circulaire, ce tumulus rappelle les basinas du néolithique. Les chambres funéraires sont entourées de dalles de grès. Les dalles de grès couvrant ce tumulus ont subi des déplacements. Certaines parmi elles jonchent les lointaines extrémités du tumulus. Oued el-Athil constitue une importante nécropole protohistorique. Parmi ces tumulus, certains sont encore intacts et n'ont point subi de profanation. À quelques encablures de Oued el-Athil, on aborde les massifs montagneux de Ouarkziz. Au lieu dit Ruyana, on découvre de nombreuses gravures rupestres ayant appartenu à différentes périodes de la préhistoire. La station rupestre de Ruyana abrite de nombreuses gravures aux figures éléphants, girafes et antilopes. Ceci prouve que cette région disposait d'un climat humide et d'une végétation luxuriante ayant permis à cette faune d'évoluer à l'aise. On y découvre des gravures aux figures des êtres humains à travers des scènes de la vie quotidienne. Cette région fut propice à la vie avant que ne soit intervenue la désertification. Les artistes de la préhistoire ont utilisé deux techniques dans la réalisation de ces gravures. Le trait par incision et le piquetage restent les deux techniques utilisées dans cette station de Ruyana. Ces œuvres rupestres reflètent les conditions pluvieuses qui ont caractérisé ces périodes préhistoriques lointaines où l'homme s'est adapté avec son milieu naturel. Son activité était basée sur la chasse des animaux sauvages de cette période humide. Ces scènes représentent des animaux sauvages en miniature. Ces gravures sont attribuées à la période dite archaïque, symbolisée surtout par les grands animaux.
Ces gravures, selon les archéologues, datent de 8000 ans avant l'ère chrétienne. Il s'agit de la plus ancienne période de l'art rupestre où dominent des scènes de chasse de grands animaux à l'image des antilopes. Cette même période est aussi caractérisée par l'incarnation des personnages avec des têtes rondes liées à des thèmes revêtant parfois une signification spirituelle. À Ruyana, on découvre aussi des gravures de bovidés et d'autruches d'assez bonne facture. Ici, une scène de chasse à l'éléphant, abîmée par l'érosion éolienne. La station rupestre de Ruyana est loin d'avoir révélé tous ses secrets. Sur les hauteurs du Talvek, on découvre enfin des gravures liées aux périodes du cheval et celles des bovidés. Au cœur de la dépression de l'Ouarkziz, la station rupestre de Ruyana bénéficie d'une protection due essentiellement aux difficultés d'accès que représentent ces terrains accidentés. Des nomades ayant parcouru ces endroits reculés affirment connaître d'autres stations rupestres inaccessibles à cause des terrains accidentés des massifs montagneux de l'Ouarkziz. On quitte Ruyana en direction de Bouaqba. La dépression de l'Ouarkziz offre des paysages des plus contrastés. La petite oasis de Hassi Awriwra est envahie par des dunes de sable. Les palmiers dattiers l'emportent sur les éparses sujets d'Acacia radiana. Abandonné par les Oasiens, Awriwra reste ce lieu dit que certains nomades fréquentent occasionnellement pour puiser l'eau disponible dans certains de ces puits. À même les flancs rocheux de Djebel Ouarkziz, le décor change. Les falaises de Qtiret renferment souvent les eaux de pluie. Dans ce chaos que constituent ces blocs de grès, on découvre des gravures rupestres. Il s'agit surtout de scènes ou figures des animaux.
La période des bovidés est très présente sur ces gravures. Certaines parmi ces mêmes gravures ont été endommagées à cause de l'érosion, à la fois hydrique et éolienne. Sur ces falaises de grès, les artistes de ces périodes préhistoriques ont surtout utilisé la technique du trait dans l'exécution de ces œuvres. La technique du piquetage ne concerne que certaines gravures au niveau de cette petite station de Bouaqba, tout près de Rosfa, située à plus de 100 km de Tindouf. Au niveau de la vallée de Rosfa, cette station concerne des gravures de toutes les périodes qu'a connues cet art pariétal durant la préhistoire. La période archaïque tient une place prépondérante sur ces blocs de grès aux figures de nombreux animaux sauvages. La gravure de la girafe côtoie de près l'immense falaise qui renferme la scène des pasteurs en compagnie de leur bétail. La station de Rosfa est considérée comme étant une station phare des massifs montagneux de Bouaqba et l'Ouarkziz. La région montagneuse de Bouaqba offre, grâce à son relief accidenté, de très beaux paysages naturels, des plus contrastés, où palmiers dattiers et acacias narguent ces dépressions faites de grès et de basalte. Au sud-est de Rosfa s'étalent les petits plateaux de basalte au lieu-dit Mtwaba. Cette station rupestre reste unique en son genre dans la grande région de Tindouf grâce au type d'art rupestre qu'elle renferme. La station rupestre de Mtwaba constitue une plateforme de dalles de basalte de 2 km de long. Elle abrite des gravures de différentes périodes préhistoriques, de celles des périodes des bovidés jusqu'à celle du chameau. On a enregistré l'aridité. Parcourir ces terrains faits de blocs de basalte mène à découvrir les trésors rupestres de Mtwaba. La station s'étale sur de vastes étendues abritant de nombreuses gravures issues de toutes les périodes préhistoriques. Des éclats de silex issus de l'industrie lithique. Les dalles de basalte situées à même la rive est de Oued Mtwaba renferment de très nombreuses gravures où domine l'écriture libico-berbère. À côté de ces scènes symbolisant l'écriture libico-berbère, dominent celles liées aux périodes du cheval et du chameau. Il s'agit de deux périodes de la fin de la préhistoire. Elles marquent aussi celle du début de la protohistoire. C'est aussi la période où l'homme a opéré un changement qualitatif en matière de communication grâce à ses moyens de transport efficaces que sont le cheval et le chameau.
Ici, les sujets sont miniaturisés. Chameaux et chevaux sont à peine visibles. Les artistes de ces œuvres pariétales sont loin d'atteindre un degré avancé de raffinement dans la réalisation de ces gravures. Des scènes représentant Autriche, éléphants et autres animaux sauvages sont réalisées sur ces dalles de basalte. Elles sont à peine lisibles. Deux gravures de bovidés et une girafe d'assez bonne facture existent au nord-est de cette station. Notre région abrite un important patrimoine qui reste à découvrir. Certaines stations rupestres ont fait l'objet de nombreuses dégradations. Certaines gravures et autres monuments funéraires sont détruits de nos jours. L'homme ancien a mieux préservé ce patrimoine. Nous souhaitons une meilleure préservation des sites archéologiques de Tindouf afin de pouvoir les transmettre intacts aux générations futures. Je suis établi depuis 1989 à Tindouf. Je suis de Tamanrasset. J'ai pu constater qu'on dispose de la même culture que les gens de la région de Tindouf. Il s'agit surtout des stations rupestres et des écritures libico-berbères qu'on partage en commun. Préserver le patrimoine rupestre de la région de Tindouf reste le souci majeur des responsables de ce vaste parc national. Les techniques des gravures ont évolué avec l'homme. L'art rupestre a évolué pour atteindre les peintures rupestres comme au Tassili. À Tindouf, on n'a pas encore découvert de peinture.
On les découvrira peut-être un jour dans ce parc. Le parc culturel renferme un riche patrimoine archéologique et naturel. On tient à lancer un appel aux visiteurs du parc culturel de Tindouf afin d'éviter la dégradation des sites qui traduisent notre civilisation, sans laquelle point d'identité. Tindouf ambitionne une meilleure préservation de son parc rupestre, jusque-là méconnu.